Au début des années 60, Panhard se maintient tant bien que mal avec une gamme pauvre et quelque peu bricolée. La firme joue alors sa dernière carte en lançant des nouveaux modèles avant-gardistes censés régénérer l'âme du constructeur et le sortir de l'impasse. À tendance sportive et raffinée, la 24 CT devrait représenter la nouvelle dynamique de Panhard. Après un court enthousiasme, les ventes dégringolent et la doyenne des marques françaises meurt poignardée par des chevrons finement affûtés. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur notre chaîne Carjagger. J'espère que vous allez bien et avant de commencer cette vidéo, je voulais vous remercier car vous êtes nombreux, très nombreux à nous rejoindre chaque mois. Vous êtes plus de 2500 nouveaux abonnés et bientôt on pourra faire péter les 10 000. D'ailleurs, pour fêter tout ça, la semaine prochaine, dans la vidéo de la semaine prochaine, j'aurai deux grosses annonces à vous faire. Donc n'oubliez pas de vous abonner et surtout, si jamais vous êtes déjà abonné, d'activer la cloche des notifications pour ne pas louper toutes les notifications dès qu'il y a une nouvelle vidéo qui sort. Et d'ailleurs, vous le savez aussi, on a une vidéo qui sort le samedi plus courte qui s'appelle Autoculture Express et qui est parfaite pour être regardée dans le métro, dans le bus ou aux toilettes. Bref, parlons aujourd'hui de Panhard, grand avant-gardiste de l'automobile française qui n'a cessé d'inventer et de se réinventer. Fabricant de haut de gamme avant-guerre, la plus ancienne des marques françaises tomba dans l'automobile populaire et pionnier également des carrosseries en aluminium et des lignes aérodynamiques testées en soufflerie. Autre signature caractéristique des Panhard des années 50, des mécaniques bicylindres à plat de faible cylindrée mais capables de proposer des accélérations plutôt étonnantes, donnant à la voiture un tempérament qualifiable de sportif. Cette motorisation atteint son apogée en 1959 dans sa version baptisée Tigre, avec 850 cm3, 50 chevaux, autorisant un très honorable 145 km/h et rugissant de sa voix typique de crécelle. Malgré cela, Panhard n'est pas franchement en forme. Les moyens manquent cruellement et la seule Dyna Z que propose le constructeur a pris un sacré coup de vieux. Notamment à cause de sa ligne de type ponton, largement démodée par la concurrence qui, elle, a opté pour des lignes très rectilignes. Un très habile replâtrage apparaît sous la forme de la Panhard PL17, permet de relancer un petit peu les ventes. La modernité commence à faire furieusement défaut à la marque et malgré le félin qu'on retrouve sous les capots, eh bien, tout cela commence à sentir le fauve. C'était Monsieur Jeu de mots. Pour pouvoir sortir la tête de l'eau, il devient donc urgent de proposer quelque chose de moderne, de nouveau, pour s'attirer une nouvelle clientèle. Il est donc nécessaire de donner à la marque une nouvelle image, tout aussi novatrice et décalée. Souhaitant miser sur le dynamisme, le bureau d'études met en chantier un nouveau modèle élégant, raffiné et sportif à la mode de chez Pan-Pan. Le grand Louis Bionnier, chef des études carrosserie Panhard depuis plus de 30 ans, élabore une toute nouvelle ligne aérodynamique et résolument moderne, se caractérisant par une ceinture de caisse prononcée autour de laquelle les poignées de porte ou les feux arrière s'intègrent très harmonieusement. La face avant se veut également avant-gardiste par son profilage et ses 4 phares installés derrière une vitre. Et pour accentuer le côté sportif de ce nouveau modèle, le simple nom de 24 fut choisi en l'honneur du palmarès passé de Panhard lors de la célèbre course du Mans. Le bicylindre maison prend naturellement place sous le capot avec 848 cm3. La 24 sera disponible en finition C, qui est plus sage, et en finition CT, qui se veut plus sportive. De ce fait, on met le fameux Tigre dans le moteur de cette dernière. Les nouvelles 24 sont présentées le 24 juin 1963 et à partir de l'automne, ça y est enfin, la presse et le public peut enfin s'installer derrière le volant de ce nouveau petit félin.
Innovante mais sans brusquer, la ligne plaît globalement à tout le monde et la dotation générale se montre de haut niveau pour la catégorie. Et la 24 CT retient tellement toute l'attention que la basique version C fut retirée du catalogue le millésime suivant. Le tableau de bord muni de 5 cadrans s'avère très complet, bien qu'un manomètre de pression d'huile n'aurait pas été de trop au vu du ménagement spécifique que nécessite cette mécanique. Et on dénote de nombreuses astuces et raffinements encore inédits sur une telle auto, notamment les sièges avant qui sont ultra modulables, ils sont réglables en longueur comme en profondeur et ne proposent pas moins de 28 positions d'inclinaison des dossiers. Alors oui, aujourd'hui, ça peut faire rire, mais pour l'époque, c'était plutôt révolutionnaire. Ces assises peuvent également se rabattre rapidement et s'avancer pour faciliter l'accès aux places arrière où on trouve une banquette rabattable. Le miroir de courtoisie destiné aux passagers avant est éclairé, s'il vous plaît, et on trouve également un coffre qui, en plus d'afficher un très beau volume, est capitonné de feutrines. Le petit fauve qui se trouve sous le capot surprend par ses accélérations, mais peine à se maintenir à des vitesses élevées. Quant au système de freinage à tambour à évacuation thermique, peine à convaincre par son efficacité. Cela n'empêche pas que la 24 CT plaît beaucoup. Les jeunes trentenaires ou les jeunes célibataires sont nombreux parmi ceux qui passent commande et représentent même l'espoir d'un nouveau vivier de fidèles pour l'avenir. Durant les mois qui suivent sa commercialisation, la 24 CT voit ses défauts de jeunesse corrigés, notamment par l'installation de freins à disque aux 4 roues, s'il vous plaît. Le moteur est également retravaillé par une augmentation du régime et du couple, tandis que le 4e rapport de boîte de vitesse est rallongé. Malgré cela, la 24 CT a un petit peu la malle entre deux chaises, si j'ose dire. En effet, elle cherche encore son identité entre le gentil coupé raffiné et élégant et la véritable sportive. En effet, les amateurs de pilotage la boudent et on la perçoit plus comme une voiture de femme de notable, occupée à aller récupérer sa robe chez le tailleur avant de rejoindre ses copines au salon de thé. L'effet de nouveauté s'est un petit peu essoufflé et l'image du manque de fiabilité de la mécanique Panhard rebute plus d'un acheteur éventuel. Le constructeur mise alors sur les nouvelles 24B et BT au châssis rallongé, mais la France est peu friande de berlines à 2 portes. Et à l'export, leur prix de vente les expose à des catégories supérieures face à des concurrentes qui proposent plus d'atouts. Et au printemps 1965, Panhard est absorbé par Citroën. On ne cesse cependant de croire en l'avenir des 24 et Citroën effectue des petits ajustements techniques et mécaniques afin d'améliorer un petit peu la fiabilité. Au salon de Paris de 1966, Panhard est présent, mais sur un stand ridiculement petit et ne suscite que peu d'intérêt. Les ventes ne sont plus que sporadiques et Citroën se retrouve un petit peu emmerdé parce qu'à ce moment-là, il souhaite racheter Maserati, évidemment, se rapprocher de Fiat aussi, mais s'associer également avec NSU pour développer un moteur de type Wankel à piston rotatif. Bref, à ce moment-là, chez Citroën, il y a plein d'idées et souvent, quand il y a plein d'idées, c'est un peu le bordel. Et la doyenne des firmes automobiles françaises est devenue un vrai boulet pour la marque au chevron, qui cependant n'a pas fait preuve de beaucoup d'ingéniosité et d'inventivité pour faire perdurer la marque Panhard. Et la fin des automobiles Panhard est officiellement annoncée en 1967 via un communiqué de presse franchement nul. Et franchement, la Panhard 24 CT et Panhard tout court, de toute façon, par son originalité et ses jolis frimousses, méritait une fin un petit peu plus digne. Mais aussi l'opportunité de poursuivre sa carrière munie d'un 4 cylindres. Il y avait même également une berline 4 portes que Panhard avait envisagée mais que Citroën a refusé. Pourtant, cette berline aurait pu répondre aux besoins des acheteurs qui n'en attendaient pas moins. Alors évidemment, la question que tout le monde se pose, et vous allez pouvoir me donner votre avis dans les commentaires, Citroën a-t-elle volontairement sabordé Panhard de peur que l'inventivité, la créativité et l'ingéniosité de la marque Panhard fassent de l'ombre à Citroën?
Donc beaucoup aujourd'hui en restent convaincus, et au vu du retour de bâton que Citroën s'est mangé en devenant propriété de Peugeot quelques années plus tard, on peut employer le terme très à la mode de karma. Bien que la fin de Panhard fût triste et que Citroën manqua de fair-play, on peut rester sur le verdict objectif qu'aujourd'hui Panhard et la 24 CT restent amoureusement protégés, et tant mieux. Bon, le problème c'est que maintenant j'ai envie d'en acheter une. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne pas louper toutes nos prochaines vidéos, et surtout la vidéo de la semaine prochaine, car je vous le rappelle, j'ai 2 grosses annonces à vous faire. Merci à tous de nous avoir suivis. Sachez qu'une Panhard 24 aujourd'hui se négocie entre 14 et 20 000 euros en fonction de l'état, ce qui n'est finalement pas si cher pour posséder une énorme part de l'histoire automobile française. N'hésitez pas à visiter notre site carjagger.com si vous souhaitez acheter ou vendre votre auto de collection. N'oubliez pas également de vous abonner, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.